Magali Faye, bonjour. Bonjour. Nicolas Paulet, bonjour aussi. Vous allez nous parler aujourd'hui d'Extrafilm, Totalement. qui est une entreprise qui fait du développement à l'origine, entre autres, du développement photographique sur Internet. Voilà. C'est un marché concurrentiel. Alors, vous allez nous en parler, mais avant, je vais vous demander à vous, Magali, comment vous êtes atterri chez Extrafilm? D'où est-ce que vous venez? C'est quoi votre parcours? Et qu'est-ce que vous y faites? Vous êtes chef de produit web. Voilà, totalement. Donc, Spécialité. première question, d'où est-ce que vous venez? Ouais, je viens d'un parcours totalement classique d'une école de commerce. Et ensuite, j'ai fait un master marketing stratégie des marques au CELSA à Paris. Ensuite, j'ai eu une expérience d'1 an et demi dans le mobile. Et après, par diverses recherches sur le marché du travail, je suis arrivée chez Extrafilm l'année dernière. Donc c'est récent, et vous Ah, c'est occupez récent. des produits web. Il y a d'autres produits que des produits web chez Extrafilm? Il y a aussi tout ce qui est développement de pellicule. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est des anciens Voilà. métiers C'est qui sont l'ancien encore là. métier qui D'accord. reste Donc, c'est avec l'ancien métier. un petit Donc, pourcentage. vous vous occupez de l'avenir, en fait. C'est ça. Et vous, Bien Nicolas sûr, comme Paulet, ça. alors vous êtes chez Extrafilm, vous êtes le directeur général délégué pour l'Europe du Sud. Exactement, c'est la France, l'Espagne, l'Italie. Alors, si j'ai bien compris, vous étiez financier, vous, et comment est-ce qu'on passe de la finance Alors la finance, la d'abord photographie. on s'occupe d'introduction en bourse en 2000, Ouais. on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, on se dit il y a un métier intéressant qui est en train de se développer aux États-Unis, qui est le développement photo numérique via Internet, et puis voilà, puis on se lance. Et vous avez créé une structure, Voilà, et puis cette structure a été intégrée dans Extrafilm. Voilà, Et donc exactement. depuis 2003, vous vous occupez du marché européen du Sud. Alors en fait, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées entre temps, mais on va dire que cette fonction, je l'ai depuis 2 ans pour l'Europe du Sud. D'accord. Alors, le marché, les internautes, les gens qui nous... On est sur une web TV, donc vous imaginez bien que les gens qui nous écoutent et qui vous écoutent et qui vous regardent, c'est des internautes, donc ils sont familiers avec la notion de développement photographique. Vous n'êtes pas tout seul sur ce marché. On aimerait bien être tout seul, mais... Oh, c'est jamais sain, de toute façon, on est tout seul, on travaille mal quand on est tout seul, l'émulation c'est sain, mais comment se présente pour vous la problématique de relations clients sur un marché tel que le vôtre? Vous êtes un pure player, à part le développement photo de pellicule, mais globalement on peut vous considérer comme un pure player. Ça se passe comment? Vous êtes une entreprise, je crois, de 1000 personnes, un groupe Voilà, d'origine le groupe, belge. Voilà, exactement. Non, alors, donc tout d'abord, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le marché du développement photo, enfin l'activité est une activité complexe, parce que les gens doivent développer, enfin télécharger leurs photos via le site web, où il y a également des logiciels, on fait des livres photos, donc c'est pas évident, il faut savoir comment prendre ces photos, est-ce qu'il faut les prendre en format 2/3, 3/4, quelle résolution, bon, c'est assez technique. Donc évidemment, nous, on doit être là en tant que support pour que la commande puisse bien se passer. Et donc, on va dire que c'est déjà ce premier niveau, c'est d'aide pendant la commande. Alors évidemment, on va essayer d'optimiser l'aide en ligne, mais de toutes les façons, évidemment, on a notre call center qui est disponible également par email ou par téléphone. D'accord, donc là, la relation client pour vous, ça va être déjà de rendre accessible votre service de manière ergonomique, fluide, etc. Voilà. Mais après, comme vous dites, c'est un métier technique. La photo, c'est chargé d'affect. C'est des souvenirs, c'est la famille, c'est des amis, C'est sensible. etc. Donc si la photo elle est ratée ou si Voilà. c'est pas bien comme on imaginait, Ouais. c'est compliqué. Donc il y a de la qualité à la sortie. Et puis après, il y a quoi? Il y a la durée de la relation, la fidélisation. Sachant que pour nous, il y a une facilité quand même dans notre marché, c'est que comme nous produisons nous-mêmes ce que nous vendons à nos clients, on va dire que dans le cadre par exemple de développement photo, si jamais il y a une erreur ou que le client n'est pas satisfait, on peut tout à fait faire des gestes commerciaux qui vont aller jusqu'à la reproduction de la commande, ce qui est difficile ou plus difficile quand il s'agit de matériel où là on dépend également des fournisseurs. Alors, si vous deviez résumer ce qu'est votre problématique de relation client, c'est quoi une bonne relation client, une relation client réussie? Ça se juge comment chez Extrafilm? Sur la fiabilité, tout simplement la fiabilité de toute l'expérience client. C'est-à-dire que si le client est en confiance du début jusqu'à la fin, il va y avoir une bonne relation avec le client parce que même si il nous appelle, qu'il y ait eu un problème ou pas, il va se sentir, il va être de plus en plus fidèle, on va dire, si jamais son expérience client est réussie. Donc en fait l'idée c'est que ça se passe bien et c'est quand ça se passe bien que les gens y reviennent.
Oui, Donc la condition, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est comme on est sur un site internet, on n'a pas la facilité d'aller dans un magasin pour parler en direct avec un vendeur. Donc il faut que le site internet il apporte tout un support au client et une aide directement, qu'il n'ait pas à chercher à droite et à gauche. Mais alors, les problématiques, c'est quoi? Il faut que ça soit d'un bon rapport qualité-prix. Voilà. Vous êtes sur un marché où le prix est Alors, une donnée clé ou est-ce que pas tant que ça? Après, la fidélisation, elle se fait sur différents niveaux. Évidemment, il faut un bon rapport qualité-prix. Il faut de l'innovation aussi, parce que si on a un bon rapport qualité-prix mais qu'on n'a pas de produits innovants, bah, les clients vont au fur et à mesure nous délaisser, hein, c'est évident. Il faut également de la communication, hein, ça c'est aussi quelque chose. Donc on a des emails, des newsletters, on fait également des sondages auprès de nos clients. Donc tout ça rentre en jeu. Au-delà, et après il y a tous les aspects externes aussi du marché qui ont un impact sur la fidélité. Parce que bien évidemment que quand nous avons un acteur qui est très agressif pendant une période sur des tarifs, on a beau à être parfait, je veux dire, entre guillemets, sur tous les plans, ça va quand même nous perturber au niveau de notre activité. Donc est-ce que la clé, c'est comme sur beaucoup de marchés de pure players, c'est le référencement? Est-ce que c'est là une des clés? Est-ce qu'il faut être très présent quand les gens tapent livre photo? Ou est-ce que comment ça se passe? Oui, oui, alors sachant que livre photo, ce ne sera pas le bon exemple pour notre activité, parce que ça va se faire beaucoup par bouche à oreille. Donc on sait très bien que recruter un client ou même le fidéliser, ça ne va pas se faire avec du marketing type du search ou de l'affiliation, ça va être beaucoup de bouche à oreille. Alors comment est-ce qu'on travaille le bouche à oreille? Justement par la confiance et la qualité de service. Il faut bien commencer. Il faut bien commencer, mais généralement on les recrute par le tirage. Ensuite, on leur envoie des communications pour leur présenter les nouveaux produits. Et généralement, quand ils essayent un nouveau produit, si la qualité du produit est là, il y a un bon bouche à oreille, ils vont en parler à leur entourage et après, il va y avoir des nouveaux clients qui vont arriver spontanément. Alors, par rapport aux autres, comment est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous visez le haut de gamme, le moyen de gamme? Comment ça se passe? Good value for money. Voilà, ça pourrait être notre positionnement. On est dans un groupe dans 14 pays, donc je dis ça en anglais parce que tout le monde parle anglais dans le groupe. Et sur chaque client.tv aussi. Bon, voilà. Et donc ça, c'est clairement notre position. On ne veut pas, de toutes les façons, on pourrait pas être ça peut pas être des produits luxueux, même si on a des livres photos qui sont haut de gamme. Mais globalement, on veut que les gens soient contents du produit, des produits achetés avec un panier moyen qui reste assez limité. C'est d'ailleurs dans notre secteur, je pense qu'on a un très bon rapport, on va dire, satisfaction-prix pour des produits de fin d'année, pour Noël par exemple, puisque ce sont des produits qui sont entre 15 et 25 euros, et pour la personne qui reçoit le cadeau, c'est quelque chose de très très fort. D'accord, donc là encore la notion, j'en ai pour mon argent. Voilà. Good value, d'accord. Et cette valeur client, donc pour vous, un client, ça vaut X fois 25 euros. Comment vous suivez ça? Comment vous mesurez, par exemple, la fidélité de votre clientèle? Vous la mesurez comment? Tu veux répondre? Alors en fait, d'abord, la valeur client, nous on est VPCiste, donc on a évidemment cette lifetime value qu'on calcule, qu'on connaît très bien. Extrafilm, c'est une société qui existe depuis 25 ans, qui faisait avant donc, du développement de photos de pellicules, c'était 100% de son activité en VPC. Donc toute cette notion de coût de recrutement de clients avec un niveau de fidélité qu'il faut avoir derrière pour amortir l'acquisition de clients, c'est déjà quelque chose qui est dans notre culture. Donc pour vous dire, on a 3 personnes en interne qui ne font que du controlling au niveau du groupe, justement pour bien connaître tous les metrics. Donc cette lifetime value, on la connaît par rapport à nos différents canaux de recrutement. Et puis ensuite, on va regarder bien évidemment le taux de fidélisation, c'est-à-dire le nombre de clients, le pourcentage de clients qui ont été recrutés l'année d'avant et qui reviennent cette année. On va regarder la fréquence d'achat, c'est un autre facteur qu'on regarde, et puis aussi le panier moyen. Donc on est dans du typique RFM. Exactement, tout à fait. D'accord. Et alors, RFM, VPC, tout ça, ça donne un peu l'impression qu'on est un peu dans l'univers de la Redoute des Trois Suisses, etc. Ça n'aura pas trop bien réussi à la Redoute des Trois Suisses, le passage à l'Internet.
Est-ce que pour vous c'est plus naturel? En fait, il y a cette notion de recrutement du nouveau client qui est totalement nouveau maintenant avec Internet. Je veux dire, ce qu'on pouvait faire par exemple dans notre cas, dans notre métier, on va dire, pur offline d'avant, ça se passait beaucoup en marketing direct, avec des flyers dans des boîtes de natalité par exemple, dans des magazines, des inserts. Voilà, on arrivait à des coûts de recrutement bien plus élevés et le modèle était différent. Aujourd'hui, chaque action a... on connaît, je veux dire, toutes les données sur chaque action, c'est-à-dire le coût de recrutement, le panier moyen. Donc globalement, si j'entends bien, vous avez abaissé votre coût de recrutement grâce à Internet. Et surtout, on a beaucoup plus d'informations aussi. Mais parallèlement, vous avez vu arriver beaucoup plus de concurrents parce que par ailleurs, ça a baissé le ticket d'entrée sur votre marché. Tout à fait. Et notre panier moyen a diminué aussi au début, et puis maintenant il est en train de repartir à la hausse avec justement les nouveaux produits qu'on propose, que vous voyez sur le marché depuis 2-3 ans. Alors la tendance, c'est quoi? C'est qu'on voit arriver un niveau d'équipement des foyers qui passe au réflexe, après passer du compact au bridge, du bridge au réflexe. Donc, est-ce que ça s'accompagne d'un accroissement de la consommation photographique, ou est-ce que c'est un marché qui est stable, ou comment ça se passe? Alors, je pense que là-dessus, il va y avoir forcément avoir un impact, mais il n'est pas aussi direct que ce qu'on pourrait penser. Non, les gens, quand ils achètent un réflexe, c'est vraiment pour avoir de la bonne qualité de photo. Ils n'en impriment pas forcément davantage. Non, on ne pourra pas. Alors si vous prenez des statistiques, vous allez avoir évidemment plus de fans de photos, donc ils vont en prendre plus. Maintenant, il va falloir faire le tri entre ceux qui impriment chez eux, ceux qui vont dans des labos professionnels, sur Internet. Je ne suis pas sûr que sur Internet, ça ait un impact. En revanche, ce qu'on va pouvoir clairement voir, c'est qu'on vend, nous, par exemple, des photos sur toile ou d'autres produits sur des très grandes tailles. Ce sont des produits qu'on peut vendre facilement avec des photos qui ont été prises par un réflexe parce que la résolution tout simplement est bonne. Voilà. Donc ça va plutôt avoir un impact sur le type de produit. Donc en fait, vous, votre enjeu, c'est que les gens continuent d'imprimer de la photo d'une manière ou d'une autre. De toutes les façons, s'ils n'impriment plus, mais ça, heureusement, c'est une question qu'on se posait en 2000, comment ça allait évoluer, et ça aujourd'hui, on le sait que les gens... les clients veulent avoir la photo dans les mains. Alors ça peut être sous forme de livre, ça peut être sous forme de tirage. Est-ce que les gens, avec l'abaissement du prix de revient des équipements d'impression à domicile, avec le niveau de qualité qui s'accroît, c'est-à-dire qu'une imprimante, ça arrive à coûter 50 €, on peut imprimer des photos avec ça, est-ce que ça suffit? Est-ce que dans le temps ça dure? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à faire imprimer chez vous parce que c'est professionnel et que la photo va durer plus longtemps? Comment ça se passe? L'impression à domicile n'est pas un marché concurrent en fait, parce que bon, on a évidemment la photo, elle est disponible tout de suite quand on imprime chez soi, mais on ne va pas faire de grosses quantités, et puis ça reste limité à du tirage. Et en plus, ça revient plus cher que de faire développer via Internet par exemple. L'autre grande différence, c'est que l'avenir va être dans d'autres produits comme le livre photo. Le marché du tirage est un marché qui n'est pas encore, on va dire, qui progresse encore, mais de manière beaucoup moins forte que les années précédentes. Alors que le livre photo, lui, voilà, exactement. On va dire que sur le tirage photo, la plus-value avec le numérique n'est pas forcément très élevée par rapport à l'analogique. C'est-à-dire qu'avant, les pellicules, on les faisait développer, parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dessus, c'était la surprise, il fallait aller les faire développer. Le numérique, on peut les voir à l'écran. Bon, c'est un plus, mais on va dire que la valeur ajoutée est quand même limitée. Dans le cadre d'un livre, c'est complètement différent. Là, on commence à créer quelque chose. Ça devient un album qu'on peut d'ailleurs produire en plusieurs quantités. Il suffit juste de changer la quantité dans le caddie. Et là, tout de suite, ça prend une autre ampleur. Et on est sur un produit qui est beaucoup plus fini. Et plus durable, etc. Est-ce que le comportement des consommateurs ne va pas aussi évoluer dans la notion de partager des photos autrement qu'en imprimant? Est-ce que je t'envoie la photo sur ton mobile, tu peux... Et donc, est-ce que l'enjeu, c'est pas la notion de stockage dans la durée, en disant, est-ce que je stocke chez moi? Est-ce que je stocke sur des endroits? Est-ce qu'en fait, quelque sorte, votre problématique, c'est de stocker des quantités énormes d'informations, qui sont des photos, qui prennent une place terrible, jusqu'à combien de temps? Est-ce que vous les gardez 20 ans, 100 ans? Alors, ce qu'il faut savoir, vas-y. Enfin, déjà, sur le site internet, le client il peut créer son album en ligne,
il est stocké chez nous, il peut le garder autant qu'il reste client chez nous. C'est-à-dire quoi, autant qu'il reste? Si il reste, il vous commande un livre, Oui. et il ne vous en commande pas d'autres avant 2014. Qu'est-ce qui se passe? Vous nous, allez garder son livre ou pas? C'est 1 an. Nous, on estime qu'un client, aujourd'hui, c'est une règle qui, on va dire, qui est assez simple, hein, c'est au moins une commande dans l'année. Parce que de toutes les Et façons... qu'est-ce qui se passe s'il ne commande pas une deuxième fois? Vous lui effacez son livre? Eh ben, il est prévenu par email qu'on va lui supprimer ses photos. Ouais, malheureusement, on est obligé de faire ça. Est-ce que vous lui offrez de lui graver sur un CD qui paye pour récupérer ses données? Alors les photos, il peut les graver sur CD, oui, tout à fait. Et est-ce que le livre, il peut en garder l'image sur CD aussi? Et alors recevoir un livre virtuel, par exemple? Aujourd'hui, on n'a pas ce type de non. service. Mais on va le noter. Ah non, mais en fait, le fait de pouvoir enregistrer la création, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui intéresse le client, parce que soit il va les regarder, les photos, sur son écran, soit il va avoir le livre physiquement, par exemple, sur sa table basse, mais aller regarder un livre virtuel, là, ça commence à être peut-être quelque chose de... C'est comme les photos. Les photos, quand on les a sur son ordinateur, on ne va jamais les regarder finalement. Alors qu'on voit quand on a un livre photo dans sa bibliothèque, on va plus facilement, si on a 5 minutes, le prendre, le consulter, alors qu'on ne va pas avoir le déclic d'ouvrir son dossier, aller chercher dans les photos 2008, aujourd'hui l'été, et dans le futur. Est-ce que, il faut toujours dans un métier comme celui-là détecter les early adopters, et les early adopters, à mon avis, ils consultent aussi des livres. Il y a, par exemple, on peut parler d'autres sujets, mais on voit des sites comme issou.com qui proposent justement du livre sous toute forme, des catalogues produits, etc., virtualisés, qu'on consulte en tournant les pages comme ça, etc., et qu'on conserve et qu'on transmet, etc. Ouais. Ça, on sait que c'est un peu comme les cadres numériques, c'est quand même quelque chose qui est venu avec une mode, mais on voit bien après, il n'y a plus vraiment d'usage sur ce type de service ou produit. Donc, alors l'avenir, comment ça va se passer? Comment est-ce qu'on dit, vous, votre enjeu, c'est quoi? C'est une guerre virtuelle? Est-ce qu'il faut tuer tous les concurrents pour être les seuls à faire... Ou est-ce que c'est un marché qui va s'accroître et de toute façon, il y a de la place pour tout le monde avec des positionnements différents? C'est quoi votre stratégie? C'est quoi? C'est de se distinguer ou... Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, il y a énormément d'acteurs et depuis que les premiers sites se sont lancés en 2000, on n'arrête pas d'avoir de nouveaux entrants. Il y a quand même, maintenant, il va y avoir une barrière d'entrée qui va être de plus en plus forte. Ce sont les investissements qu'on a besoin de faire sur le plan informatique, que ce soit au niveau du front, c'est-à-dire au niveau du site, comment faire son livre photo, mais au niveau du back-office aussi, au niveau de la production. Et là, aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est que tous les leaders européens ont leur production interne, ont leur développement informatique interne. Donc, un acteur ne pourra pas vraiment se lancer aujourd'hui sans sans d'importants moyens. Il aura d'autres solutions pour aller prendre des softs qui sont chez les concurrents, parce qu'il y a des prestataires qui font des services en marque blanche, mais dans ces cas-là, il y a le problème de diversification. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour répondre à votre question. Nous, c'est pour cette raison qu'on a toute une gamme de livres qui est unique, c'est-à-dire que nous avons nos livres ne sont pas disponibles chez nos concurrents, ce sont des couvertures spécifiques, ce sont des tailles spécifiques, nombre de pages, voilà, on a des templates, enfin, tout ça c'est important. Alors quand on est sur des logiques de pure player internet, la plupart du temps on parle d'une différenciation par la personnalisation des produits, et c'est un des grands enjeux de beaucoup d'acteurs dans beaucoup de secteurs. Dans votre secteur à vous, par définition, le produit est déjà complètement personnalisé, parce que c'est les photos de la personne. Tout à fait, mais il faut aller plus loin. Alors, en quoi ça consiste? Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question en disant, est-ce que vous, votre avenir, ça va consister à grossir, prendre des parts de marché, absorber vos concurrents, etc. Ou est-ce que c'est travailler dans la différenciation pour avoir une offre que les gens perçoivent complètement comme étant différente? Je dirais malheureusement, il faut faire les deux. Faire les deux. Oui, parce que pourquoi la taille, il faut grossir? Parce qu'encore une fois, on a des développements informatiques qui sont tels qu'on doit avoir une taille critique importante. Et aujourd'hui, tous les acteurs photo ont un poids de l'informatique qui est trop élevé dans leur bilan, leur compte de résultats. Donc ça, c'est quelque chose qui doit se développer. Et puis la diversification, oui, parce que de toutes les façons, il faudra vendre d'autres produits que celui qui est disponible à un seul clic. Parce qu'encore une fois, sur Internet, on est à un clic du concurrent. Donc tout ça, ça va jouer, cette deuxième partie, elle va jouer sur la fidélisation justement des clients. Si on leur apporte des produits qui sont de qualité, qui sont innovants, qui sont différents,
forcément, il n'aura pas d'intérêt à aller chercher un autre site, d'autant plus que s'il sait utiliser notre logiciel, qu'il a déjà téléchargé une première partie de ses photos, il risque de continuer. Voilà, il risque de continuer, sauf si on le déçoit. Alors, la notion de déceptive, elle n'est pas forcément facile à maîtriser parce que la qualité produite in fine, elle dépend aussi de la qualité du photographe et de sa mise en page dans le livre, etc. Donc, tout le monde n'a pas forcément ce talent. Comment vous gérez ça? Les logiciels sont assez simples aujourd'hui, hein. Enfin, on fait tout, il ne faut pas être informaticien pour faire son livre photo, donc on le voit à l'écran, hein, le résultat et ce qu'on va avoir dans les mains, il est disponible à l'écran, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Le risque qu'on peut aller savoir, c'est la résolution de l'image, mais là encore une fois, il y a des indicateurs sur le site. Vous indiquez que c'est insuffisant, etc. Ouais. Alors ce qui est important par rapport à la relation client, c'est que justement, de toutes les façons, on n'a pas 100% des produits qui sortent correctement et aucun acteur n'a ça. Mais ce qu'on peut voir, c'est que si jamais on est réactif et qu'on répond bien au client, ce client sera encore plus fidèle que celui qui n'a jamais rencontré de problème. Parce que tout simplement, il aura confiance, il sait que si jamais il y a un souci, eh ben, il ne sera pas... Alors votre rôle, vous parlez d'un call center interne? Tout à fait, tout est interne chez nous. Et donc ce call center interne, son rôle c'est quoi? Alors d'abord il est interne pour toujours ces mêmes raisons, c'est que nous sommes dans un métier très technique. On ne peut pas, ce serait très difficile de le sous-traiter. C'est aussi pour cette raison que tous les acteurs, tous nos concurrents font la même chose. Il n'y en a pas un qui a son service client externalisé. On ouvrira un autre débat une autre fois. Mais, exactement. Globalement, est-ce que le rôle de ce call center, donc la commande se passe en ligne, la mise en page est assurée par le consommateur lui-même, donc ce call center il va intervenir en cas de difficulté. C'est-à-dire qu'il y a soit sa prise d'initiative, le produit n'est pas jugé en interne comme étant de qualité, vous appelez le client en disant on a un problème avec votre produit, la photo n'est pas super, la mise en page est un peu ratée, il n'y a pas de faute d'orthographe dans vos commentaires, etc. Alors on ne peut pas faire ça. Alors en fait la résolution, au début c'est ce qu'on a fait quand on s'est lancé. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de clients qui ne souhaitent pas avoir un produit avec une résolution optimale et si la photo, quelques photos sont un peu pixelisées, ce n'est pas grave, donc on ne peut pas arrêter la production pour ça. En revanche, on informe sur le site en disant attention, votre photo a une résolution insuffisante, est-ce que vous voulez continuer? Donc ils sont prévenus, donc une partie va continuer sans se poser de questions, une autre partie va... Alors qu'est-ce qu'il fait ce call center? Alors, c'est là où on va d'abord donner les informations sur le site, parce qu'il faut être clair, on n'a pas envie que tout le monde revienne sur le call center. Le call center, il n'est pas là pour répondre à toutes les questions techniques. On n'est pas un forum, enfin je veux dire, notre plateau de service client ne sont pas des médiateurs d'un forum sur la photo numérique. Donc l'idée, c'est de donner les aides directement sur le site. Et ensuite, la prochaine étape, si ce n'est pas clair, s'il y a toujours des questions, il y a notre service client qui est disponible. D'accord. Donc c'est plutôt un complément d'information par rapport à l'Internet. Tout à fait. D'accord. Exactement. Et leur fidélisation, vous rappelez les clients en disant tiens, ça fait longtemps que vous n'avez pas mis de nouveaux livres, qu'est-ce qui se passe? Non? Est-ce qu'il y a un rôle dans le... Pour l'instant, non, on n'a pas fait. Donc vous êtes en réception d'appel uniquement. C'est plutôt que de l'appel entrant ou du mail entrant. Ils sont vraiment là en aide et en soutien par rapport aux clients. Après, au niveau de la fidélisation, on fait des sondages sur nos clients pour savoir s'ils ont bien aimé les produits, est-ce qu'ils apprécient la qualité, est-ce qu'ils ont des idées à nous donner, des choses comme ça. Mais ce n'est pas le call center qui fait cette action. On a testé de l'appel sortant sur base client, base prospect. Tout d'abord, c'est un métier à part, c'est-à-dire que nous, notre personnel aujourd'hui est formé, voilà, technique, mais formé pour de l'appel entrant, pour régler des problèmes, des demandes d'information, pour faire de l'appel sortant, que ce soit de la réactivation d'anciens clients ou de l'activation de prospects. Là, il faut avoir, c'est plus une force de vente et c'est un profil différent. Ouais. Alors, comment vous voyez l'avenir de ce métier? Ça va se passer comment selon vous? Alors, Magali, comment tu vois l'avenir? Non, l'avenir, il va vraiment passer, encore une fois, cette notion de support physique, on en est sûr aujourd'hui, il y a une vraie demande.
Encore une fois, c'était quelque chose qu'on pouvait se poser comme une question il y a 10 ans, mais aujourd'hui, on le sait, les clients veulent avoir les photos dans les mains. Alors, ça ne veut pas dire toutes les photos, parce que bien évidemment, ils en prennent beaucoup plus des photos, hein, sachant qu'ils en ont pris énormément au début quand il y a la sortie du numérique, puis les possesseurs d'appareils photo numériques ont vite compris qu'avoir trop de photos, ça générait trop de travail derrière. Donc maintenant, je ne sais pas si vous voyez, mais les gens suppriment directement sur l'appareil, on a moins de photos, et donc sur cette partie-là, il va y avoir du développement. Le développement photo papier classique, c'est un marché qui sera à terme, qui représentera une minorité de notre activité, et de la même façon chez nos concurrents. Et puis il va y avoir le développement de nouveaux produits, comme on peut voir depuis 3-4 ans. Encore une fois, il y a les livres photos, mais il y a aussi les calendriers. Les textiles. Tout à fait. Et là, vous parliez de personnalisation, et il faut que ça aille plus loin avec du texte, des symboles, pas seulement la photo. Et le marché professionnel? Alors le marché professionnel, c'est une approche totalement différente, et justement, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'attaque pas de manière frontale, dans le sens où, oui, on a des clients professionnels qui passent par notre site, mais ce n'est pas un site pro, hein. Donc c'est le même site que pour les particuliers, et si jamais on voulait le lancer, il faudrait typiquement un service client adapté pour des questions de TVA, de facture, et j'en passe. D'accord, c'est plutôt une question administrative qui bloque, ou c'est plutôt une question de logique de fonctionnement? C'est une logique totalement différente. Il faut aussi, si jamais on travaille avec des entreprises, ce sera de grosses quantités. Donc il faudra fonctionner avec des systèmes de BAT. On signe son BAT, hein, pour qu'il n'y ait pas de problème. Encore une fois, si un client a eu un incident sur une commande et c'est un livre, là on peut faire un geste, c'est assez facile pour nous. Si c'est une entreprise qu'on a commandé 5000 et que les 5000, il y a eu un malentendu et que le logo, il ne fallait pas qu'il soit là, mais là, là c'est un problème. Donc il faudra travailler avec un système de BAT, de bon à tirer, pour aider la production. D'accord. Alors, la problématique de fidélisation, vous dites la qualité, mais ça, on pourrait presque dire ça dans n'importe quel métier. Si vous faites des mauvaises voitures, vous avez du mal à en vendre, le bouche à oreille sera négatif, etc. Vos confrères ont la même problématique. S'ils vendaient des albums de mauvaise qualité, ils auraient du mal à en vendre. Comme toujours, quel est le facteur de différenciation? Donc vous avez dit une bonne valeur pour le prix payé. Est-ce que donc l'innovation aussi, c'est donc sortir des produits avant les autres? Le parcours client sur le site. Plus le site sera facile d'utilisation, plus les clients auront envie de venir et de commander des produits chez la personne. Et donc ça, une grosse partie de votre effort est portée sur l'ergonomie de votre solution de chargement et de mise en page. Ouais. Oui. Sachant que ce n'est malheureusement pas qu'un site internet, il y a également le logiciel. Ouais. Voilà, donc ce sont deux choses sur lesquelles on travaille. Pardon. Et après, j'imagine, le délai de livraison, les conditions de livraison. Vous êtes, comme tous les acteurs de l'Internet, très dépendant de la logistique. Tout à fait. Donc, bien livré, à la bonne heure, au bon endroit. Voilà. Ça, comment vous maîtrisez ça? En fait, quand un client passe une commande chez Extrafilm, il reçoit un email de confirmation de commande une fois que tout le processus d'achat est finalisé, avec un numéro de Colissimo suivi. Donc il pourra suivre son colis. Colissimo, c'est la Poste. Colissimo, c'est la Poste. Voilà. Donc vous travaillez avec la Poste. Aujourd'hui, on travaille avec la Poste. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Tout à fait. D'accord. Et les problèmes de la Poste, c'est qu'ils vous disent je vais passer mercredi matin. Alors on n'a pas, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Vous avez un numéro de Colissimo, on vous dit que ça va être livré en 24-48 heures, hein, tout dépend du département. Et là, vous pouvez vous connecter à l'interface du Colissimo pour voir où en est le colis. D'accord. S'il est à l'entrepôt, s'il est au bureau de poste, vous savez à peu près. Et donc, en fait, en gros, là vous êtes rentré dans un schéma que les gens ont accepté comme étant un schéma habituel de problématique de livraison. C'est-à-dire que ça va ni plus vite, ni différemment, etc. C'est pas un facteur de différenciation? Le fait de pouvoir être capable de dire je vous livre mercredi à 10h chez vous ou à l'heure que vous souhaitez. Alors, l'avantage de la Poste aujourd'hui avec donc, le système concurrentiel européen, pour l'instant, il n'y a que la Poste qui peut livrer chez le client en direct. Hein. Donc si jamais on passe par
société d'un expressiste, hein, Oui. on est contraint d'avoir ce système de remise en main propre avec signature. Oui, d'accord. Hein. Et ça, c'est quand même un problème, parce qu'il y a beaucoup de clients, encore une fois, Ils sont sont des particuliers, ils sont absents, Ouais. et donc nous, ce sont des petits colis, des développements photo, des livres, ça passe très bien dans la boîte aux lettres, et le fait de ne pas avoir cherché le samedi matin son colis à la poste ou chez un autre prestataire, eh ben c'est une chose positive dans toute l'expérience client. D'accord. Voilà. Et donc, à l'avenir, les consommations de photos, les gens vont continuer à prendre des photos, il n'y a pas... quel est l'impact des mobiles, des smartphones qui prennent des photos, etc. Aujourd'hui, ça ne génère pas d'activité pour notre bien secteur. sûr, on n'imprime pas, parce que c'est du 2 millions de pixels, petite qualité, Voilà. C'est vraiment l'instantané. Tout à fait, ça changera. Là, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va évoluer, parce que évidemment, la résolution va augmenter, la connectivité sur les mobiles va augmenter aussi, ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui, envoyer en 3G une photo qui fait 2 mégas, C'est long. Long et coûteux, mis à part certains forfaits. Enfin bon, ça va se démocratiser. Ça va se démocratiser, mais encore une fois, là, on sera plus sur de la commande avec, je pense, c'est mon avis, avec une photo ou deux. On ne sera pas sur une commande de 100 photos ou certainement pas une création de livres photos, ou alors on sera plus sur cette... Et quel impact ça a, les réseaux sociaux comme Facebook, dans votre univers où ils s'échangent énormément de photos? Rien. Ça change rien. Ça change rien, c'est une autre activité avec des photos. Ces photos ne sont pas imprimées. Et vous n'avez pas créé une connexion sur Facebook pour dire toutes vos photos que vous avez stockées, vos albums virtuels sur Facebook, vous cliquez là et il y a un lien. Deux raisons. Non. Il y a deux raisons. Oui. La première, c'est ces acteurs-là n'hébergent pas les photos en haute résolution. Certains le font, certains ne le font pas. Donc déjà, ça limite, on peut déjà en enlever la moitié. La deuxième chose, c'est que sur ces réseaux sociaux, les visiteurs des sites web sont là pour échanger avec leurs amis, leurs familles, ils ne sont pas là pour développer leurs photos. Et on le voit bien, les personnes qui veulent faire du développement photo vont sur un site de développement photo en direct. Ils ne passent pas par les réseaux sociaux, ils ne passent pas par un fabricant ou un vendeur d'informatique qui proposerait un service photo. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit clairement. Vous ne pensez pas qu'un jour, il y aura un produit, des gens qui tireront des photos de Facebook, qui sont des photos à 10K, 10 kilos, complètement compressées, dégradées, mais pour en garder une trace, il n'y a pas de marché pour ça. Je pense pas, et dans ces cas-là, ils pourront très bien les télécharger directement sur les sites web des acteurs présents dans le développement photo, de toutes les façons. Ouais. Écoutez, merci de merci ce retour d'expérience, et en même temps qui permet de découvrir un univers que beaucoup pratiquent, en même temps dont on ne mesure pas forcément la complexité et la sophistication en fait. Oui, tout à fait. Merci à vous. Merci, au revoir.